Bonjour à tous, chers abonnés de Massilia Zone. On se retrouve aujourd'hui avec Olivier pour parler de notre phénomène, notre nouveau phénomène, Alexis Sanchez. Oui, messieurs, vous entendez bien, Alexis Sanchez a signé à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, présentation hier en grande pompe à l'arrivée sur Marignane. Donc aujourd'hui, on est avec Olivier qui nous vient tout droit de OM Santiago. Et je vais te laisser, Olivier, un peu te présenter pour nous parler un peu de ce que tu fais pour l'OM à Santiago, dans la ville de Santiago, au Chili. Bon, déjà, je me présente globalement. J'ai 44 ans. Je suis un supporter un peu de, je vais pas dire de la vieille époque, puisqu'il y a des supporters qui sont plus âgés que moi et qui connaissent encore plus l'histoire de l'OM. Moi, je suis tombé dans la potion en 1986. Ma première expérience au stade de foot, c'était au stade Vélodrome. Moi, je suis à la base de la Côte d'Azur, des Alpes-Maritimes. Mais ma première expérience foot au stade, c'est au Vélodrome. Mon cousin et mon oncle sont de Marseille. Et j'ai tout de suite kiffé l'OM et je suis parti sur l'OM plus que sur Nice, Monaco ou Cannes, qui à l'époque étaient tous en première division. Donc supporter qui a coïncidé, l'époque en fait a coïncidé avec l'arrivée de Bernard Tapie, de Jean-Pierre Papin, d'Alain Giresse, etc. Donc mon intérêt au foot et à l'OM a coïncidé avec cette montée en puissance et toutes ces émotions, avec une première saison où on passe à côté d'un doublé face à Bordeaux, où on termine deuxième et on perd en finale de Coupe de France. Et puis bien évidemment après les heures dorées, après aussi les heures un peu plus sombres de la D2, le début des années 2000 aussi avec une équipe pas très réjouissante. Voilà, on a vécu pas mal d'époques avec des hauts et des bas, donc c'est la vie du supporter et notamment du supporter de l'OM. Moi, je suis à Santiago depuis 2010. Je suis à la base journaliste dans le sport et dans la musique. Je suis parti à Santiago sur un coup de tête et parce que j'avais une petite amie chilienne à l'époque, donc j'ai dû un peu recommencer ma vie de zéro au niveau professionnel, sentimental, etc. Je suis désormais gérant commercial dans l'industrie gastronomique. Et depuis 2020, on a cofondé avec un autre sudiste, un Arlésien en l'occurrence, qui est beaucoup plus jeune que moi, l'OM Nation Santiago, qui est devenu l'OM Fan Club Santiago. On l'a commencé en temps de pandémie, donc c'est vraiment plein cœur de la pandémie. Je crois on a commencé à discuter en avril-mai à distance. On a établi les bases, on va dire, de ce groupe. On a commencé à se réunir, je crois, au bout de 3 journées. Je crois que c'était à Marseille-Lyon où Payet se fait expulser après avoir égalisé, je crois. Et ensuite, le groupe est petit à petit est allé crescendo. Beaucoup de Français, quelques Chiliens. Les Chiliens sont souvent francophones et sont souvent des personnes qui sont allées au stade Vélodrome et qui se sont enamourés de l'OM parce qu'ils sont allés au stade Vélodrome plus que pour les résultats. Et là-dedans se mêlent aussi des supporters de la Universidad de Chile, de Jorge Sampaoli, de Marcelo Bielsa, d'Alexis Sanchez. Donc vraiment, on a beaucoup de chance parce que moi, je suis au Chili depuis 2010 et finalement, en l'espace de 12 ans, beaucoup de choses qui étaient totalement incroyables, d'avoir Bielsa, Sampaoli sur le banc de l'OM après les avoir connus ici au premier plan au Chili, avoir Alexis Sanchez qui est le plus grand joueur de l'histoire, même si c'est un débat qu'on peut avoir sur l'aspect médiatique. Il y en a qui pourront dire Vidal, d'autres Zamorano, Salas. Voilà, c'est assez subjectif comme débat, mais je pense que Sanchez, ça reste quand même le plus talentueux et celui qui finalement allie talent au palmarès, régularité, une carrière qu'il a amenée dans les plus grands clubs européens. Et c'est donc, même à 34 ans, à bientôt 34 ans, un énorme coup qu'a fait l'OM en le recrutant, en le faisant venir. C'était totalement impensable. Et dans une Ligue 1 qui manque de talent à part d'étoiles, on va dire, de stars médiatiques à part le PSG, malheureusement. Et ça nous fait du bien ici de recevoir Sanchez. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Pour lui, parce qu'il y avait des projets sportifs qui étaient peut-être pas vraiment à la même hauteur à cette étape de sa carrière, qui sera peut-être son dernier contrat. Peut-être qu'il en fera un au Chili, mais bon, je pense qu'il sera déjà presque sur une jambe. Et non, c'est vraiment une opportunité fantastique sportivement. On en reparlera un peu plus tard parce que je pense que tu as des questions. Je vais peut-être pas répondre à toutes les questions avant même que tu les poses, mais voilà, Non, il y a j'aime chose à bien. dire. J'aime bien, ça me permet de faire de mon travail de mon côté aussi, où je te Mm. laisse parler, c'est super top. Non, c'est super intéressant. Je voulais juste savoir un truc par rapport à Home Santiago.
quand vous l'avez créé, vous étiez genre 2 personnes et aujourd'hui, vous êtes arrivé à combien de personnes des aficionados un peu de l'OM au Chili? Ouais, on est très peu hein, à mon goût. On a été juste le nombre suffisant en quelques semaines, quelques mois pour monter le groupe et être officialisé par le club. Le groupe, donc, on l'a officiellement, non, on l'a officieusement commencé en avril-mai 2020. Donc, vraiment en plein cœur de la pandémie, restrictions, on ne pouvait pas sortir, etc. Donc, très compliqué de rameuter du monde et de se réunir quand c'est pas possible de sortir de la maison. Mais on a pu commencer à faire des réunions à partir d'août en dépendant des restrictions sanitaires. Et on est rapidement monté à une trentaine de personnes qui était le nombre suffisant et minimum pour solliciter l'OM et avoir une officialisation pour commencer à faire des choses un peu plus sérieuses, on va dire. Et on est à peu près le même nombre puisqu'il y a malheureusement des expatriés qui vont et viennent, qui arrivent au Chili pour quelques temps et qui repartent. Donc, nous, l'objectif depuis le début, c'est quand même de faire grandir le groupe et de faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de Chiliens encore que de Français, puisque ça va être, on est au Chili, donc nous, on est un peu comme étrangers ici. C'est sûr que sans ambassadeur, c'est un peu difficile. Donc, même s'il y a Bielsa qui est passé il n'y a pas longtemps, même si Sampaoli était là dans un passé récent, donc nous accompagner une de nos 2 années d'existence, ça reste quand même un entraîneur argentin et ça reste quand même un entraîneur qui est parti par la petite porte du Chili. Bielsa est beaucoup plus adulé aujourd'hui que Sampaoli, alors que Sampaoli a ramené la première Copa América du pays, de son histoire. Donc nous, on espère que cette arrivée de Sanchez, qui est un cadeau du ciel pour le groupe, pour le faire développer, pour le faire reconnaître sur un public chilien, on va dire, de masse. Le fait d'avoir le meilleur joueur de l'histoire, le joueur le plus médiatique avec Vidal actuellement, c'est fantastique. Et on espère que ça va pouvoir générer des choses, un lien encore plus étroit avec l'OM qu'on l'a déjà. Avec Puma au Chili, là par exemple, aussi une petite anecdote. Depuis que je suis là, il n'y a aucun maillot de l'OM qui est commercialisé. Je crois qu'on a dû avoir une fois un maillot de Puma sur la 2e saison, Puma, un maillot en pré-saison sans sponsor. Et je crois que c'était tout. Puma mise clairement sur Manchester City, sur Milan AC, sur Dortmund par exemple, et pas de Marseille, alors qu'il y a des maillots qui sont beaucoup plus intéressants en plus. Et puis bon, c'est aussi, je pense, une ville un peu plus sud-américaine quelque part. On vit le foot de manière un peu plus sud-américaine à Marseille qu'à Dortmund ou à Milan. Je pense que les médias avaient une petite curiosité de savoir comment allait être perçue l'arrivée d'Alexis dans un club, on ne va pas dire de seconde zone, mais dans un géant endormi, comme ils l'ont appelé il y a quelques jours encore. Donc, ils savent que Marseille, ça a été le plus grand club d'Europe au début des années 90, mais ils savent aussi que l'OM est dans l'ombre du PSG, malheureusement, depuis le début de l'ère Qatari. Parfait, merci beaucoup. Et je voulais faire une petite parenthèse, chers abonnés de Massilia Zone. N'oubliez pas de nous follow, de poser vos likes. Et on se retrouve très souvent sur plein de vidéos. Et grâce à Olivier, maintenant, je pense qu'on va faire bientôt une autre vidéo avec plusieurs OM Nations, avec plusieurs représentants des fan clubs de l'Olympique de Marseille, histoire de discuter. Comme il nous l'a expliqué, Olivier, il y a un amour qui se crée pour cette Olympique, pour cette équipe, de partout dans le monde. Et on a des représentants un peu de partout. Moi, je sais parce que j'ai fait partie du fan club de Tunis, de l'OM Nation, anciennement appelé. Et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de retrouver des personnes d'autres pays, d'autres villes, pour discuter de toute cette passion qui déchaîne, en fait. Clairement, on a vécu tous ensemble des périodes plus ou moins bonnes. Et au final, ça nous rapproche malgré l'énorme distance qui peut différencier nos pays, tu vois. Et je trouve ça vraiment une des meilleures entreprises, en quelque sorte, pour expliquer tout ce qui représente la passion et l'amour pour le football. Je voulais te poser une question. Pardon, petite précision aussi par rapport à l'origine du groupe, ou en tout cas les objectifs du groupe. Bien évidemment, l'objectif premier, c'est de se retrouver entre supporters de l'OM, supporters de football en général, sympathisants de l'OM, parce qu'il y a beaucoup de sudistes finalement, de Toulouse à Nice, Monaco, qui aiment l'OM, même s'ils ne sont pas forcément fanatiques comme nous, par exemple. Mais il y a aussi un objectif social quelque part derrière ça. Moi, quand je suis arrivé au Chili, j'ai mis à peu près 2 ans pour vraiment m'adapter. J'ai eu du mal aussi à faire mon réseau de contacts. J'ai eu du mal aussi à trouver des personnes supporters de l'OM sur place. Et je voulais justement
quasiment 10 ans après mon arrivée, monter un groupe qui puisse en même temps allier le plaisir de partager autour du sport, de l'OM, et en même temps de créer du lien social, tant au niveau des relations franco-chiliennes que aussi des Français récents expatriés qui ont besoin justement de connaître du monde, qui se sentent peut-être un petit peu seuls, qui ont besoin de contacts pour trouver du boulot, pour trouver un appartement, etc., ou pour tout simplement décompresser. Nous, on a créé le groupe en plein cœur de la pandémie et je pense que ça fait aussi beaucoup de bien psychologiquement, tant à moi qu'aux autres, de pouvoir se réunir. Quand on ne pouvait pas se réunir, on se faisait aussi on se regardait le match et on faisait des vidéoconférences. Donc, il y a aussi tout un outil et un intérêt social finalement à avoir monté ce groupe et à le faire grandir dans la durée. Ok, parfait. Merci beaucoup. Comme il a dit Olivier, l'OM rend malade, mais l'OM guérit aussi. C'est une chose plutôt particulière. Alors, premier point que je voulais évoquer avec toi, Alexis Sanchez. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça fait pour toi de voir Alexis aujourd'hui à l'OM? Bah écoute, entre le passage de Bielsa et le passage de Sampaoli à l'OM, tout ça a généré bien évidemment des rumeurs, beaucoup de discussions entre supporters du groupe, mais aussi entre supporters des différents groupes OM Nation, par exemple, OM Fan Club. Moi, j'avais une petite marotte qui correspondait carrément à l'esprit marseillais, c'était Gary Medel. Gary Medel qui fait partie de la génération dorée, qui est un joueur qui est beaucoup moins talentueux techniquement que Jorge Valdivia, qu'Alexis Sanchez, qu'Arturo Vidal, etc., mais qui est d'une certaine manière l'âme de l'équipe. On l'appelle le pitbull, et c'est pas pour rien. C'est un joueur polyvalent, c'est un joueur guerrier, c'est un joueur petit par la taille, qui a une énorme détente, qui n'hésite pas à aller au mastic, à sauter, à essayer de concurrencer des mecs qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus balèzes que lui. Encore un exemple, il n'y a pas si longtemps avec Bologne, lors d'un match contre le Milan AC, où il a mis un coup de coude à Zlatan Ibrahimovic sur un duel aérien. C'est le mec qui a vraiment pas peur de se mouiller. Et ça aurait été vraiment, pour moi, le joueur idéal avant qu'il ne signe finalement à l'Inter de Milan, il y a quelques saisons. Là, maintenant, il est clairement... C'est un joueur comme Vidal qui dépend beaucoup de son physique. Donc, vieillissant, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Il y a encore l'esprit, mais le physique ne suit plus. Sanchez, c'est totalement différent. Il y a beaucoup de gens qui sont dubitatifs par rapport à l'âge. C'est clair que c'est pas le Sanchez d'Arsenal, c'est pas le Sanchez de Barcelone, mais c'est un joueur hyper talentueux techniquement, qui est très polyvalent et qui va apporter à la fois une technique que peu de joueurs dans l'effectif ont actuellement. Et je pense que c'est peut-être même le plus talentueux techniquement de tout le groupe, malgré son âge, malgré ses bientôt 34 ans. Et c'est aussi et surtout un apport au niveau expérience fondamentale. L'année dernière, on fait une très belle saison, une saison inespérée. On termine deuxième du championnat. On fait une demi-finale de conférence Europa League. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux avec 2-3 éléments d'expérience. Il nous a manqué de l'expérience. Les joueurs d'expérience qu'on a, ce ne sont malheureusement pas des gros caractères dans le vestiaire, que ce soit Payet et surtout Mandanda. Et en tout cas, au niveau international, on va dire. Et le fait rien de voir arriver Sanchez, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir des étoiles dans les yeux, même ses propres coéquipiers. On sait que Dieng, son joueur fétiche, c'est Sanchez. L'histoire est sortie assez récemment, mais on avait une interview il y a quelques mois dans un média chilien qui parlait de ça justement. Donc c'est à la fois inespéré. Il faudra voir bien évidemment en termes de personnalité et d'ego si ça ne va pas faire un peu du grabuge, notamment avec Dimitri. Mais en tout cas, c'est pas un joueur conflictif, mais c'est un joueur qui reste à la fois dans l'ombre. Par exemple, en sélection du Chili, Gary Medel justement, Arturo Vidal, Claudio Bravo sont un peu les capitaines de cette équipe depuis de nombreuses années. Sanchez n'a jamais réclamé le brassard, n'est jamais monté au créneau, même quand il y a eu des soucis de vestiaire, on va dire. Donc c'est un joueur qui sait rester à sa place, qui n'est pas conflictif. Après, il a une personnalité, c'est quelqu'un de très travailleur, c'est quelqu'un qui est un peu comme Ibrahimovic. Je pense que si il voit qu'il y a des joueurs tir au flanc, des joueurs qui n'ont pas l'hygiène de vie correcte, il va pas hésiter à le dire, à essayer de remettre les gens dans leur droit chemin. Et bien évidemment, avec les égos, il y en a certains qui auront peut-être un peu du mal à
à vivre ça. Mais c'est pas un joueur conflictif, contrairement à un Arturo Vidal qui aurait été beaucoup plus délicat à gérer. Vidal, c'est une rockstar dans la personnalité. C'est un joueur qui a fait des frasques extrasportives, qui a plié une Ferrari en pleine Copa América, la Copa América qu'il gagne. On parle à un moment de l'exclure du groupe parce qu'il ne montrait clairement pas le bon exemple à la population et au groupe du Chili. Finalement, il finit la compétition parce que Sampaoli pousse pour le défendre malgré tout. Il fait bien quand même malgré tout puisqu'il termine champion d'Amérique du Sud. Mais voilà, Arturo Vidal, c'était un joueur un peu plus ingérable, on va dire, dans le vestiaire. Un joueur qui réclame beaucoup la lumière. Sanchez, il n'est pas comme ça. Mais je pense quand même que Sanchez va être très sensible à l'accueil qui va lui être fait. Et finalement, il est accueilli comme une rockstar, alors que la rockstar Vidal, qui a signé à Flamengo il y a quelques semaines, même s'il a été lui aussi reçu chaleureusement, en termes médiatiques, en termes d'affection, c'est un monde. Les deux signatures, les deux arrivées, Sanchez, je pense, est resté sur le cul devant l'accueil qui lui a été réservé et qui a été probablement beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus latin que quand il a signé à Manchester ou quand il a signé à l'Inter. Ben, par rapport à ça, quand tu parles de Manchester ou l'Inter, je vais rebondir sur ça. Est-ce que tu peux un peu nous parler du parcours d'Alexis Sanchez? C'est quel type de joueur? Où est-ce qu'il a été formé? Quand est-ce qu'il est venu en Europe? Et un peu tout ce qui a fait de lui aujourd'hui une superstar dans le niveau du football, et en particulier au Chili. Bah écoute, il a été formé à Cobreloa, qui est un petit club chilien du nord du pays, secteur minier, qui est le principal secteur professionnel et de l'économie chilienne. Il est très vite repéré, il fait partie des sélections de jeunes, il part relativement tôt à Colo-Colo, qui est le club le plus populaire du Chili et qui est à de nombreux égards l'équivalent de l'OM ici. C'est d'ailleurs le seul club chilien qui gagne la Libertadores, qui est la Champions League sud-américaine. Donc là aussi, il y a pareil une énorme comparaison à faire. D'ailleurs, il y aurait pu avoir un Colo-Colo OM en finale intercontinentale si l'OM avait battu l'Étoile Rouge de Belgrade en 91, puisque Colo-Colo cette année-là avait gagné la Libertadores. Et puis finalement, c'est l'Étoile Rouge qui bat Colo-Colo en intercontinental. Parenthèse refermée, Sanchez donc arrive à Colo-Colo, c'est là où il se fait vraiment connaître au niveau national et international, puisque l'Udinese le repère rapidement. Et l'Udinese, dans ces années-là, a été très très fort pour recruter des joueurs peu connus, mais avec un fort potentiel. C'est un peu un Porto du pauvre, on va dire. Je ne sais pas si la comparaison est très judicieuse, mais ils ont recruté beaucoup de joueurs, et notamment à cette époque-là, je crois qu'ils font à peu près au même moment Sanchez et Isla. Et les deux joueurs couvrent le côté droit de l'Udinese. Isla, arrière droit, mais qui prend relativement régulièrement son couloir, qui déborde, un peu comme Lirola par exemple, ou plus récemment Klaus, mais un peu plus défenseur quand même dans le profil. Et Sanchez, lui, qui couvre la partie offensive, qui de temps en temps repique dans l'axe, mais qui est vraiment, à ce moment-là en tout cas, très ailier, et quasi exclusivement ailier, un ailier qui colle à la ligne, qui déborde, qui centre, qui provoque dans des petits périmètres, qui est très rapide, mais qui vraiment sur des petits périmètres fait de grosses différences avec un coup de rein incroyable, qui est relativement bas du terrain finalement pour pouvoir être agile et pouvoir sortir de marquage serré. Il y a un joueur déjà techniquement pétri de qualité. Et donc, c'est un joueur exclusivement ailier qui ensuite, au fil de sa carrière, s'est reconverti ou a enrichi sa palette. Un joueur qui peut à la fois jouer à droite puis à gauche, puisqu'au début il était exclusivement à droite, mais il a pu jouer aussi comme ailier gauche. Il a joué, on l'a vu, Arsenal en numéro 9, seul, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est sa première expérience comme avant-centre, alors que ce n'est pas un avant-centre. Il peut jouer 9,5, il peut jouer en soutien de l'attaquant de pointe, et c'est là où on rentre un peu dans l'intérêt de l'OM actuellement, c'est-à-dire que là, à l'heure qu'il est, il peut très très bien jouer soit seul en pointe, soit en soutien, comme le font actuellement Gerson et Under, d'un Milik ou d'un Luis Suarez. Donc Sanchez peut jouer sur quasiment tous les postes de l'attaque. C'est clair que sur les ailes, il va être un peu moins rapide qu'auparavant, mais il peut faire des différences. Il peut déborder, il peut revenir sur son pied pour frapper, pour revenir dans l'axe.
c'est un joueur qui va permettre à Tudor aussi de pouvoir moduler son schéma. Parce que son schéma, j'ai du mal à croire que Klaus et Tavares vont être titulaires sur tous les matchs. Et pourtant, c'est les deux seuls pistons qu'on a. Après, on a des arrières d'aile exclusifs. On a des ailiers offensifs exclusifs. On n'a pas d'autres pistons. Donc, que les gens ne se focalisent pas que sur Tavares et sur Klaus. Je pense que Tudor aussi, quand il va devoir faire tourner, quand il va devoir faire souffler ces deux pistons, il va aussi pouvoir compter sur Under et sur Sanchez qui vont à certains moments peut-être jouer plus soutien dans l'axe de l'attaquant de pointe, soit jouer en pointe, soit jouer sur une aile. Enfin, vraiment, Sanchez va permettre beaucoup de choses en plus de pouvoir faire des différences à tout moment. Je ne vais pas le comparer à Ben Arfa, mais ça peut aussi être un joueur qui va peut-être être absent un moment parce qu'il va être très bien marqué et qui va peut-être faire une différence sur une action. Donc, c'est là aussi l'intérêt qu'on a d'avoir des joueurs comme ça qui vont peut-être être un peu lents, mais qui sont toujours, qui puent le foot, entre guillemets, quoi. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a super intéressé. Tu as parlé de faits dans le football et je trouvais ça super pertinent. On sait que dans le football, les faits et les moments sont très importants dans la carrière d'un joueur. Et quand on pense à Alexis Sanchez, on pense aussi à la génération dorée, donc on pense au rôle de Bielsa et de Sampaoli dans sa carrière. C'est quoi les rôles techniquement et en fait jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le rôle qu'a eu Sampa et qu'a eu Bielsa sur ce joueur? Alors, je pense que tu peux retrouver facilement des interviews de Sanchez. Autant il y a un Arturo Vidal qui surprenamment bave constamment sur Bielsa, et je pense qu'il bave parce que je pense que ces faits extrasportifs ont fait que Bielsa a à plusieurs reprises sanctionné le joueur en le faisant jouer à des postes qui n'étaient pas le sien, ou en le laissant sur le banc, ou en ne l'appelant pas en sélection pour son indiscipline. Et je pense que c'est pour ça que Vidal a un peu la dent dure avec Bielsa. Mais Bielsa, je pense que tu peux demander à tous les joueurs, tu peux demander à une grande majorité des supporters du Chili. Les gens sont veufs, entre guillemets, de Bielsa depuis qu'il est parti. Il part par la grande porte, alors que Bielsa n'a pas gagné la Copa América. Sampaoli gagne la Copa América, mais il part par la petite porte. Il part presque comme un voleur quelques mois après le titre continental. Il commence à y avoir des histoires de corruption au niveau sud-américain qui continue encore à être jugé avec le FIFA Gate. Et le président de la fédération, quelques semaines avant que Sampaoli ne renonce, le président de la fédération chilienne s'échappe, lui aussi comme un voleur, il part aux États-Unis. Il est actuellement toujours aux États-Unis en qualité de témoin rapproché, protégé par la justice américaine pour baver et donner des noms finalement de tous les dirigeants sud-américains qui ont été mêlés à ces scandales. Donc lui aussi a profité, il était mouillé, mais lui aussi est sorti. Et la sortie prématurée de Sampaoli peut être liée à ces histoires. Donc il n'y a rien qui n'a été prouvé. Je crois que Sampaoli est toujours avec des histoires judiciaires en cours au Chili par rapport à des primes qui n'auraient pas été payées ou des exonérations fiscales qui n'ont pas été respectées. Mais voilà, toujours est-il que pour en revenir à Sanchez, j'ai fait une grosse parenthèse, mais pour en revenir à Sanchez, Sanchez est révélé par Bielsa. Je pense que le joueur qu'il est devenu, c'est un joueur beaucoup plus complet, plus polyvalent, plus exigeant envers lui-même. Tu sais que des joueurs techniques, on en a parlé juste avant de commencer la transmission, des Valdivia, des Fernandez, il y en a eu. Des joueurs qui ont soit été happés par la religion comme Fernandez, soit par l'indiscipline, la fiesta, pour Valdivia. Sanchez a toujours été rigoureux dans sa carrière et je pense qu'avoir rencontré des personnalités comme Marcelo Bielsa lui ont permis d'aller dans le droit chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Vidal, finalement, quel que soit ce qu'on peut penser des uns des autres, il y a des pros Vidal et des pros Sanchez. Je pense que malgré tout, les gens sont conscients que Sanchez a une bien plus belle carrière que Vidal. Et je pense que Bielsa a contribué grandement à ce qu'est Sanchez aujourd'hui. Ça a été aussi un peu un papa de substitution. Après, attention, historiquement parlant, c'est l'entraîneur des moins de 21 ans qui a été le premier finalement à coacher ses espoirs. Pas forcément tous les joueurs qui ont composé la génération dorée, mais les plus talentueux, qui a la paternité finalement du premier essor de cette génération. Et c'est Bielsa, quand il arrive au Chili, il sait déjà qu'il y a une génération qui est prometteuse
bien évidemment, il y a eu un travail à faire. Et ce travail-là, il l'a fait. Il n'a pas été opportuniste pour profiter du travail des autres. C'est pas le tout premier, c'est pas celui qui a découvert tous ses talents, mais c'est lui, en tout cas, qui leur a permis de passer un cap. Et même Vidal, parce que Vidal aussi est un joueur pas terminé, on va dire, quand il part en Europe à Leverkusen. Et je pense aussi que l'exigence de Bielsa lui a fait beaucoup de bien. Donc Bielsa, c'est une chose. Et après, Sampaoli, lui, a ramené beaucoup plus de pragmatisme à la folie de Bielsa. Et ce qui a permis au Chili d'être beaucoup plus efficace, de perdre moins de points bêtement, comme il a pu le perdre sur des matchs nuls ou des défaites. Moi, j'ai un souvenir énorme. Je crois que c'est la première fois où je vois Bielsa et l'équipe du Chili avec autant d'intérêt en 2008 sur les éliminatoires où il y a un match fantastique au Brésil entre le Brésil et le Chili. C'est de l'attaque-défense, mais dans des deux sens. Un coup, le Chili attaque, un coup, le Brésil attaque. Le Chili mène 2-1. Finalement, le Chili perd 4-2, mais un match énorme où finalement, il n'y a pas de tactique. C'est du aura football. Et moi, je suis resté con. J'ai vu Bielsa haranguer ses joueurs, les joueurs se donner comme des malades. Historiquement, le Chili a toujours pris des valises contre le Brésil. Et que ce soit sous Bielsa ou Sampaoli, ça n'a pas été le cas. Et Sampaoli, donc, a ramené plus de pragmatisme et a permis à cette équipe d'être beaucoup plus efficace et de remporter son premier titre international avec une première Copa América, puis une deuxième qui est un peu exclusive puisque ça c'est normalement les Copa América, c'est un peu comme les coupes les championnats d'Europe des Nations ou la Coupe d'Afrique, etc. C'est tous les 4 ans. Là, il y a une coupe du centenaire qui a été intercalée un an après la coupe qui a été organisée au Chili. Donc le Chili a gagné sa première Copa América en 2015 à domicile et ensuite l'a gagné aux États-Unis sur une Copa América du centenaire où les États-Unis étaient également présents. Mais voilà, il y a eu deux Copa América qui ont été gagnées avec 2 styles différents, puisque la deuxième, c'est Juan Antonio Pizzi qui la gagne. Mais là, on parle d'un sélectionneur qui a récupéré justement le fruit du travail de Bielsa et de Sampaoli et qui a malheureusement contribué au déclin de cette sélection en exigeant moins de ses joueurs, en laissant un peu plus aller ses joueurs et leur indiscipline. Et malheureusement, ces joueurs-là, ils ont quand même besoin de rigueur et généralement de rigueur d'un entraîneur étranger qui vient avec une autre culture, avec d'autres fondamentaux, d'autres préceptes. Et malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Chili n'a pas pour l'instant de nouvelles générations qui puissent prendre la succession. Et c'est pour ça que le Chili a perdu deux Coupes du Monde. La première, en 2018, l'a perdue toute seule par excès de confiance et par finalement vanité. Où finalement le Chili avait toutes les cartes entre les mains, il a perdu des points bêtement. Et par contre, là, le 2022, c'est un niveau qui a baissé. Et malheureusement, dans cette sélection-là, Alexis Sanchez, c'est pas le joueur qui va, comme Zidane en 2006, prendre l'équipe à son compte et faire gagner des matchs à lui tout seul. Il dépend aussi d'une certaine manière d'un système. Et s'il est le seul à courir, s'il est le seul talentueux, il ne pourra pas faire de miracle non plus. Donc malheureusement, la sélection a décliné. Sanchez lui a décliné aussi en club, que ce soit à Manchester ou à l'Inter. Mais là, il y a aussi quelques hicks, quelques circonstances atténuantes et des nouvelles que le public chilien connaît, mais que le public international ne connaît pas spécialement. Et ce n'est pas qu'une coïncidence, c'est que Sanchez a eu aussi des soucis de couple. Il a été fou amoureux d'une fille au Chili. Et malheureusement, sa rupture amoureuse a coïncidé avec sa chute sportive, à son rendement sportif, tant sur le terrain que finalement avec des blessures répétées musculaires qui n'ont pas écarté sur des durées très longues, mais qui ont été assez réitérées. Et notamment sur ces 2 dernières saisons à l'Inter, où il est coupé finalement, il est barré principalement par ce manque de régularité au niveau physique qui fait qu'il a une très belle efficacité entre le temps de jeu et le nombre de buts ou de passes décisives, mais malheureusement, il n'y a pas de continuité parce que souvent à l'infirmerie, quoi. Okay. Intéressant ce que tu me dis, parce que du coup, moi, je voulais te poser une dernière question par rapport à Alexis Sanchez, surtout. Est-ce que pour toi, c'est un joker de luxe ou bien un renfort de choix, ou bien complètement l'inverse, être un renfort de luxe et un joker de choix? Moi, je trouve que, je vais te donner mon avis rapidement, je trouve que c'est un super coup. J'ai peur qu'il y ait un petit côté, comme tu le dis, physique, tu vois, qui commence à décliner, même, tu vois, c'est l'âge, c'est autre, même si je pense que son hygiène de vie est extrêmement propre.
il y a j'ai quelques incertitudes par rapport à ça. Mais je te laisse me dire, est-ce que c'est plutôt un joker de luxe ou un renfort de choix? Bon, déjà, je pense que lui, son statut, il arrive déjà comme une étoile, une star. Donc, je pense que sa place de titulaire n'est même pas à remettre en cause. Après, en effet, il aura peut-être un temps de jeu aménagé par rapport à son âge. Et pour justement lui éviter d'être trop absent à cause de blessures réitérées. Mais je pense que c'est un joueur qui arrive déjà quasiment en fin de carrière, qui sait qu'il lui reste 2 ans au haut niveau. Et je pense qu'il les a, contrairement à Vidal, qui même à Flamengo, là on le voit, le mec cavale plus comme avant et traîne un peu une charrette, c'est un peu un Bafé Gomis du milieu de terrain. Donc à ce niveau-là, c'est pas très intéressant pour Flamengo. Mais pour Sanchez, je pense qu'il a 2 ans encore au haut niveau. Je pense il sait qu'il arrive dans un club avec une ferveur incroyable, avec une ambiance de malade, avec des supporters fous de foot, avec des passionnés, un club populaire qui ressemble beaucoup à Colo-Colo, qui est aussi un de ses clubs fétiches et un de ses anciens clubs. Et il sait qu'il est proche de la fin, et je pense que c'est un peu comme Payet, finalement, c'est des joueurs qui, malgré peut-être certaines inconstances à certains moments de leur carrière, là, ils savent qu'ils doivent tout donner parce que c'est leur dernier moment. Il y a une Champions League à jouer, ils ne débarquent pas n'importe où, et je pense qu'ils préfèrent briller dans un club un peu moins au haut niveau que l'Inter ou Manchester United. Il faut malheureusement être objectif par rapport à notre place actuellement sur l'échiquier européen. Mais je pense qu'il sait aussi qu'il arrive dans un club où il y a donc justement eu Bielsa et Sampaoli avant. Donc il sait que ces entraîneurs-là ont été à Marseille, pas pour rien et pas que pour l'argent. Et c'est là aussi où je veux en venir. Sanchez a fait finalement, entre sa bascule entre Manchester et l'Inter et entre l'Inter et Marseille, fait à chaque fois 2 gros sacrifices en termes de salaire. Il y a encore quelques semaines ou quelques mois, on parlait d'opérations impossibles pour l'OM à faire. Et finalement, on l'a fait. On l'a fait aussi parce que Sanchez est moins préoccupé par l'aspect financier et plus pour se faire plaisir sur un dernier contrat dans un club de haut niveau. Exactement. En fait, on est exactement sur la même longueur d'onde. C'est un renfort de luxe et aussi un joker de choix au final. Ouais. Non, je confirme. Vraiment. Merci Olivier. Merci à nos abonnés qui regarderont cette vidéo. On a un objectif, on essaie de l'atteindre tous ensemble. C'était Wael, Olivier. Merci à vous d'avoir suivi Massilia Zone et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Wael et merci à tous. À bientôt. Merci. À bientôt.